et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur toutes mes lectures de 2024, mais en fait cette vidéo je l'avais faite sur mon autre chaîne YouTube, donc dédiée au make-up, quand j'étais encore dans l'hésitation entre créer une chaîne Booktube et garder ma chaîne make-up ou fusionner les deux ensemble. Au final j'ai décidé de départager les deux et je vois bien quand même que j'ai deux communautés assez différentes de chaque côté. Donc je pense que c'était la bonne solution, mais du coup il y en a sûrement pas mal d'entre vous qui sont passés à côté de toutes mes lectures de 2024. Alors je vais pas vous les remontrer une par une toutes, étant donné que j'ai déjà fait une vidéo entière avec tout ça. Je vais juste vous présenter mes meilleures et mes pires lectures de 2024, puisque finalement en fait je vous ai jamais vraiment parlé de ce que j'ai lu en 2024, ce que j'en ai pensé, etc. Bien qu'il y a pas mal de sagas dont je vous ai déjà parlé quand même, mais je me suis dit que ça pouvait être cool. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire. J'ai deux flops, un énorme flop et un moyen flop, on va dire ça comme ça, et 7 tops si je me trompe pas. Je les ai pas classés dans l'ordre, je vais juste vous les montrer par ordre de lecture. Ce sera plus simple parce que j'ai pas fait de classement, et si vous me connaissez, si vous me suivez un petit peu de partout, vous savez que je suis extrêmement indécise comme personne. Ce serait impossible pour moi de les classer, vraiment je sais pas comment je ferais. Donc j'ai préféré m'enlever ce problème de la tête et je vais juste vous montrer ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé en 2024. Et il y a eu pas mal de lectures bof dont j'ai pas forcément besoin de vous parler quoi. Je vais commencer par passer assez vite sur ces deux livres, étant donné que je vous en parle encore et encore dans mes fantaisies préférées, dans plein de vidéos. A commencer par la partie 2 du Prieuré de l'Oranger. Donc personnellement je l'ai lu en 2 fois, étant donné que j'ai acheté les livres poche et le livre était scindé en 2 tomes différents, mais si vous avez le brochet, en fait il est vraiment en un tome. Je sais même pas s'il y a une distinction entre ces deux parties dans le brochet, du coup je crois pas, parce que j'ai l'impression que ça reprend directement comme s'il n'y avait pas vraiment de coupure, donc je pense que ça se lit vraiment d'une traite dans le brochet. En tout cas sachez que en livre de poche ils sont séparés en 2. D'ailleurs je me suis fait avoir quand j'ai acheté la partie 1, en fait j'avais pas capté qu'il manquait une partie 2, donc je lisais, puis il m'en restait plus beaucoup de pages, puis je commençais à me dire mais attends, mais là il va pas pouvoir se passer tout ce qui doit se passer avec le peu de pages qui restent quoi, je comprends pas. Et je suis arrivée à la fin et j'ai vu vraiment que c'était pas terminé, et c'est après que j'ai vraiment regardé et j'ai vu que c'était marqué partie 1 en fait sur le livre et qu'il manquait une partie 2, mais j'étais pas du tout partie pour ça. Moi je pensais que c'était un livre en one shot comme ça. Alors en réalité oui, mais en poche non, c'est bien 2 livres distincts, donc je pensais pas avoir un deuxième livre à lire, et finalement si, et heureusement qu'il était là parce que du coup l'univers est tellement dense et tellement complet que ça aurait jamais pu tenir en un petit livre de poche. Quand je dis petit, il y a presque 800 pages, mais on se comprend. Le tome 1 je l'avais adoré, mais le tome 2, waouh, il était incroyable. En gros on va suivre toute une population donc qui vit de chaque côté de l'abysse, ça s'appelle, c'est vraiment la mer qui les sépare les deux. D'un côté donc à l'ouest on va avoir une civilisation qui déteste les dragons en fait. Les dragons pour eux c'est simplement, ils les appellent même des vouivres, c'est des créatures démoniaques. Et de l'autre côté donc à l'est, à l'inverse, ils idolâtrent les dragons. En fait pour eux c'est des créatures de l'eau, donc vous comprenez qu'il y a 2 styles de dragons différents et ces créatures de l'eau elles sont vraiment vues comme des dieux pour eux, ils les vénèrent totalement. Et dans ce livre on va suivre plusieurs personnages. Donc d'un côté on va suivre Tané qui veut devenir en gros dragonnière, donc elle fait toutes ses classes pour ça, elle essaye. Est-ce qu'elle va y arriver ou pas? D'un autre, on va suivre Ead Durian en fait qui protège en quelque sorte la reine Sabran IX qui règne sur l'Inis, donc qui est un continent de l'ouest, là où ils détestent les dragons. Et entre tout ça, on va suivre encore d'autres personnages. Il me semble qu'il y a 4 points de vue qui sont totalement différents, qui mènent des vies totalement différentes. Donc en fait, pendant tout le long des 2 livres, on se dit mais pourquoi on suit tous ces points de vue? Quand est-ce qu'ils vont se rejoindre? Qu'est-ce qui va faire en sorte que y a un rapport entre eux en fait? Où ça nous mène? Et jusqu'à la fin où tout s'imbrique, où on voit tout, et c'était génial. Alors c'est vraiment une fantaisie, je sais qu'on m'a demandé s'il y avait bien une romance FF dedans, oui, mais c'est très léger en fait.
tout n'est pas hyper approfondi dans la romance et c'est pas du tout le but de ce livre, hein. Samantha Shannon, elle a vraiment voulu laisser toute la place à la fantaisie, à l'univers, à toutes les questions qu'il y avait. Et en gros, donc, je vous ai même pas dit le principal problème dans ce livre, c'est qu'il y a un mâle qui se réveille après 1000 ans de sommeil, sauf que ce mâle, en fait, il veut tout détruire sur son passage, que ce soit l'Est, l'Ouest, peu lui importe. Donc, en fait, ses ennemis de toujours, qui sont vraiment séparés par la mer et qui ne veulent pas entendre parler les uns des autres, ils vont peut-être devoir faire en sorte de s'allier pour pouvoir battre ce mal qui est en train de s'éveiller. Et en plus de cette intrigue globale qui prend tout le monde, on va avoir des intrigues autour de la dragonnière, comment ça va se passer, on va avoir des intrigues auprès de la protectrice de la reine et de la reine elle-même qui se retrouve en danger, qui va avoir des problèmes. On va avoir des intrigues au niveau d'autres pays qui se font attaquer par des vouivres par exemple ou les choses comme ça. Enfin, c'est vraiment hyper dense et il y a une grosse énigme avec dedans plein de petites énigmes disséminées partout. C'est hyper complet, c'est hyper dense, donc si vous voulez lire cette lecture, sachez que c'est pas une petite romantasy young adulte, c'est vraiment de la fantaisie pure et simple adulte avec un univers très dense. Personnellement, c'est tout ce qui m'a fait adorer cette lecture, surtout qu'on suit plein de points de vue, donc au début c'est très compliqué de tout comprendre, mais une fois qu'on a capté tout le monde, qu'on a capté le décor de partout, ça se lit tout seul, c'est hyper addictif et j'ai vraiment adoré cette lecture. Franchement, j'aimerais beaucoup pouvoir lire, comment il s'appelle, Un jour de nuit tombée, si je me trompe pas. C'est le préquel du prieuré de l'Oranger du coup, et là je vous ai dit qu'il y avait un ennemi qui s'éveillait après 1000 ans de sommeil, et bah en fait on va suivre 1000 ans auparavant quand cet ennemi s'est éveillé pour la première fois en gros. Donc ça a l'air génial. J'ai vraiment adoré cette lecture, j'espère que mon résumé n'a pas été trop compliqué. Ensuite, encore une fois, j'ai lu La Cité de Laiton, j'étais obligée de vous la remontrer rapidement, mais franchement je vous fais un résumé à chaque vidéo quasiment, donc j'ai adoré. Encore une fois, c'est une fantaisie avec presque pas de romance, c'est pas du tout une romantaisie. C'est un univers très dense, encore une fois très bien construit. Cette fois-ci c'est une fantaisie orientale. On va suivre Nari qui vit en Égypte, qui va se retrouver à invoquer un djinn sans faire exprès et qui va devoir partir du Caire pour s'enfuir dans la légendaire cité de Laiton qui se nomme Devabad. Et là-bas elle va se rendre compte qu'il y a toute une population de djinns qui vit à peu près de la même manière que les humains, mais avec en plus de ça ils ont chacun des pouvoirs. Il y a des peuples différents avec des pouvoirs différents, avec des rois différents, avec des complots différents. On a de la rébellion, on a des complots politiques, on a des pouvoirs magiques. Il y a tout ce qu'il faut pour me plaire dedans, et surtout on a de la mythologie orientale que je ne connaissais pas du tout, donc là-dedans j'ai été vraiment trop contente de découvrir tout ça. Et surtout c'est un univers où en fait on suit un peu deux clans opposés pour dire ça grossièrement, mais c'est pas comme s'il y avait un clan qui se battait pour le bien et un clan qui se battait pour le mal. Chacun se bat pour ses convictions, chacun a des convictions qui ont été vraiment transmises de génération en génération, du coup c'est un petit peu dur de casser tout ça pour découvrir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans les idées de certains, comment se mettre d'accord, et parfois c'est pas possible, donc il va se passer des choses qui paraissent justifiées d'un côté mais de l'autre paraissent genre juste totalement abominables quoi. Mais chacun a ses raisons de faire ce qu'il fait et chacun pense qu'il le fait pour son bien, le bien de son peuple, etc. Et ça j'ai adoré, voir qu'il n'y a pas un gentil, un méchant, les gentils doivent battre les méchants, et voilà, c'est beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus approfondi. Le world building est incroyable. Pour vous dire, on a un glossaire qui fait presque 10 pages pour expliquer tous les noms qu'on voit, toutes les créatures, les tribus, etc. Enfin vraiment c'est tellement complet qu'on a tout un glossaire pour ne pas s'y perdre. C'est quand même pas mal. Et d'ailleurs il me semble que c'est pareil hein, dans le prieuré de l'Oranger, non? Ouais c'est ça, mais alors le prieuré de l'Oranger c'est encore pire parce qu'on a tous les personnages historiques. Le prieuré de l'Oranger je crois que c'est 20 pages. Ouais c'est ça, plus de 20 pages de glossaire, etc. Donc c'est vraiment deux fantaisies hyper denses avec des mondes construits absolument incroyables que j'ai adoré découvrir. Même si on n'a presque pas de romance, je n'y ai même pas pensé une seule seconde tellement j'étais prise dans les histoires. Ensuite j'ai lu le tome 3 de ACOTAR. Alors, je vous ai déjà dit que le tome 1, je l'avais bien aimé, mais sans plus. Franchement, je trouvais qu'il était un petit peu surcoté. Hein. C'était une bonne histoire, mais c'était pas fou. Sauf qu'avec tout ce que j'ai entendu parler du tome de la suite de la saga, je me suis dit, bon,
faut quand même que je continue parce qu'il doit vraiment y avoir du potentiel vu ce que tout le monde dit quoi. Il faut vraiment que j'aille plus loin que ça. Et j'ai continué avec le tome 2, j'ai pas été déçue, j'ai adoré. Je me suis dit, en fait ça partait tellement dans une autre direction que tout ce qu'on nous a mis dans le crâne dans le premier livre, et ça partait dans une direction que j'ai adorée personnellement. Je me disais vas-y tome 2 là ça y est c'est mon préféré quoi, incroyable ce changement de situation. Et ensuite j'ai lu le tome 3. Mais le tome 3, pardon, mais si vous préférez le tome 2, je comprends pas, parce que je suis désolée. C'est une histoire de faille, hein, mais on a de la guerre, on a des armées qui se battent, ils doivent parcourir le monde pour trouver des alliés, c'est génial. Et donc dans ma tête, vraiment, là, ce tome 3, c'était mon préféré, ça y est, genre c'est pas possible qu'il soit délogé. Et là, il y a pas longtemps, j'ai lu le tome 4. Pas le 3,5, le 4, avec le point de vue de l'autre personnage. Ceux qui n'ont pas vu, je peux pas dire le nom. Incroyable! Je crois que c'est de nouveau mon préféré en fait, et je suis sûre que quand je vais lire le tome 6, je vais dire mais ça y est c'est le tome 6 mon préféré. En fait à chaque fois, chaque tome est meilleur que l'autre et je sais pas, j'ai adoré. Alors attention par contre le tome 3 et le tome 4, ça n'a rien à voir. Je trouve que le tome 4, mais ça je vous en parlerai beaucoup plus dans mon prochain update lecture parce que je l'ai lu il y a pas longtemps là. On est beaucoup plus dans la psychologie du personnage, dans la reconstruction de soi, dans le pardon, etc. que dans l'intrigue, vraiment dans l'action, etc. Le tome 3, en fait tout est planté, toute la romance est déjà très bien installée, etc. Donc là, on est à fond dans la guerre. Il y a de la guerre, de la guerre, de la guerre. J'ai adoré les méchants, j'ai adoré les gentils, j'ai adoré les personnes qu'ils allaient chercher pour avoir de l'aide. J'ai adoré ce que les méchants faisaient parce que Sarah J. Maas, pardon, mais elle a un esprit assez tordu, hein. Parce que c'était violent, mais c'était trop bien. À Cotard, je suis pas sûre d'avoir besoin de vous en faire une description énorme, en gros. Je vais vous faire le même résumé rapide que je vous fais à chaque fois. On va suivre Fer, qui est une humaine qui vit de manière très pauvre avec sa famille, ses 2 sœurs, son père. Elle chasse pour ramener à manger à sa famille et un jour, elle va tuer un loup. Et ce loup, il s'avère que c'était pas un simple loup, c'était un faille transformé en animal. Sauf que du coup, le seigneur de la cour à qui appartenait ce faé, il est pas content donc il va la chercher et il l'emmène avec lui, il l'enferme dans son palais, il lui dit écoute tu ne bouges plus, c'est ta pénitence pour avoir tué l'un des miens, tu es enfermé dans mon château maintenant. Et puis elle se rend compte qu'il est peut-être pas si méchant que ça, et puis elle se rend compte qu'il y a d'autres problèmes en fait, parce que toutes les personnes dans la cour de ce faé, de ce grand seigneur, elles sont masquées et elles n'enlèvent jamais leur masque, donc déjà ça c'est super bizarre qu'elle en ait la raison. Et ensuite en plus de ça, elle va commencer à découvrir qu'il y a vraiment un mal qui est en train de ronger les terres des Fae, et il se pourrait bien que celui-ci s'étende à son peuple, étant donné qu'elle est humaine, elle veut protéger les humains, donc elle va devoir faire certaines choses. Et le love interest du tome 1, je ne peux pas en parler, pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas lu. Je ne dirai rien, mais ceux qui savent, savent. Entre le tome 1 et le tome 2, franchement le tome 2 est tellement mieux. À tous les niveaux, vraiment. Là en plus franchement, Fer, elle joue un petit peu la taupe ou des choses comme ça, je vous en dis pas plus, mais tome 3 incroyablement génial. À part le tome 1, je vous dis à Cotard, j'ai jamais été déçue. S'il y a un truc qui me déçoit énormément dans ces livres, et ça me le fait pour tous, c'est les écritures dorées. J'y fais vraiment attention, hein. Je me suis fait avoir pour le 1 et le 2, je me suis dit bon là je vais vraiment y toucher le moins possible pour pas que tout parte. Il n'y a plus rien, on dirait que c'est un palais de ceux et rues. Voilà le titre du livre quoi, c'est abusé, franchement pour le prix qu'on paye, c'est la seule saga que j'ai en relié. C'est pour ça que j'achète plus que des brochets maintenant, parce que vu la gueule de mes reliés, je suis dégoûtée. Donc à Cotard, on est sur une romantaisie, hein, et je vais rester sur une romantaisie avec le tome 2 du Pont des Tempêtes. Alors par contre, il y a un truc que je n'ai pas du tout aimé dans ce livre, c'est la couverture. Pardon, mais qui aime cette couverture? Jaune comme ça avec du bleu et du rouge, les 3 couleurs primaires, je suis désolée, c'est pas du tout mon style. Pourquoi avoir choisi ce jaune alors que le premier livre est bleu? Enfin vraiment ça va pas du tout ensemble, je peux pas les ranger côte à côte quoi, c'est horrible. Donc bon après chacun ses goûts, comme on dit toujours il ne faut pas juger un livre à sa couverture, mais j'étais dégoûtée de ce qu'elle nous a sorti quoi. Danielle L. Jensen, elle nous a habitués à un petit peu mieux quand même, hein. Quand on voit Un destin ancré dans le sang ou le tome 1 du Pont des Tempêtes, ça j'ai l'impression que c'est pas, ça vient pas du même endroit quoi, c'est pas possible. Alors je sais pas vous, mais personnellement j'ai adoré le tome 2, mais encore plus que le tome 1 je pense. Parce qu'on avait bien évidemment de l'action, mais on avait aussi toute une sorte de rédemption, si je peux dire ça comme ça, enfin de pardon à donner, je sais pas, les sentiments des personnages étaient tellement bien expliqués et tellement bien étape par étape, c'était pas trop rapide quoi, il en faut pour passer à autre chose, on va dire ça comme ça.
J'essaye de trouver des mots sans spoiler. Et franchement, là, ça a été vraiment bien effectué, je trouve. Bon, c'est encore pas un tome 1, donc je peux pas vous raconter exactement ce qui va se passer dans le tome 2. Mais en gros, dans le tome 1, on va suivre Lara, qui a été vraiment élevée par son père, le roi de Maridrina, qui lui a vraiment inculqué dans son cerveau que le roi d'Itikana, Arène, était un homme mauvais, qu'il fallait arrêter parce que, en fait, soi-disant, Arène a le plein pouvoir sur le pont d'Itikana et qui s'en sert pour se mettre de l'argent dans les poches, quoi. Il en a rien à faire de tous les autres pays parce qu'en fait, Itikana détient le seul pont de commerce entre toutes les îles, ce qui fait que tout le monde est obligé de passer par lui pour pouvoir faire du commerce, en fait, et faire vivre son pays, faire de l'argent, enfin, la base du commerce, quoi. Donc il y a plusieurs années, le roi de Maridrina, le père de Lara, a signé un traité de paix avec Itikana en imposant un mariage arrangé pour essayer d'atténuer un petit peu toutes les tensions qu'il pouvait y avoir entre les deux îles, entre les deux royaumes, quoi. Et donc, vous l'avez bien compris, c'est Lara, la fille du roi de Maridrina, qui va épouser Arène, le roi d'Itikana. Et en fait, elle va jouer vraiment l'agent double. Son but, c'est de récupérer plein de petites informations pour son père, en lui envoyant vraiment tout pour essayer de contrer Itikana, en fait. Sauf que plus elle vit là-bas, plus elle découvre Arène, le roi, et comment fonctionne ce royaume, et plus elle se dit que son père, il lui a un peu raconté tout et n'importe quoi, et elle a de plus en plus de mal à voir les problèmes en fait au sein d'Itikana, et elle commence à remettre un petit peu tout en question. En plus de ça, elle commence à bien apprécier Arène parce qu'on est sur une romantaisie, n'est-ce pas? Donc ça va être compliqué pour elle de faire des choix, de savoir ce qu'elle doit faire, à qui elle doit être fidèle, comment faire en sorte de régler cette situation sans trahir personne. Enfin, c'est vraiment compliqué pour elle cette position, quoi. Et c'est une histoire qui est incroyable. En plus, c'est une duologie, donc même s'il y a un troisième tome après, c'est sur d'autres personnages, donc c'est pas obligatoire de les lire. Là, cette duologie est vraiment dédiée à Lara et Arène. Ça se lit assez vite parce qu'on a que 2 tomes, c'est pas comme si vous commenciez une saga à rallonge, et ça vaut vraiment le coup parce que j'ai été happée, et franchement c'est un des seuls livres, je pense, enfin non, pas un des seuls, mais ça fait partie des livres dans ma bibliothèque que je pourrais relire une deuxième fois. Bon, j'ai tellement de livres à lire en ce moment que je pense pas que c'est ce que je ferai tout de suite, mais si un jour je suis en manque d'inspiration, que je suis à moitié en panne de lecture et que je sais pas quoi lire pour me remettre dans la lecture, je pense que relire Le Pont des Tempêtes et La Reine Traîtresse, ça pourrait vraiment m'aider. Donc vous l'avez compris, je l'ai adoré. Alors il me reste 3 livres à vous présenter, dont 2 sur la mythologie grecque que je vous ai déjà présenté dans la vidéo la semaine dernière, donc je vais passer assez vite. Surtout que Witch and God, je fais que de vous en parler, j'adore ça, et là j'avais donc lu l'année dernière le 3e tome qui est Insoumise Méroé. Je vous ai déjà dit plein de fois que c'était mon tome préféré parce que on suit la 3e sœur. En fait, dans Witch and God, on va suivre une sœur par tome avec sa romance, et autour de ça, on va avoir toute une question d'entente entre les dieux et les sorcières, hein, comme l'indique le titre, et toute une sorte de conspiration pour essayer de contrer une certaine personne malveillante. Pour ne pas vous en dire trop, voilà. Et nous, on va donc suivre un clan de sorcières, et en particulier 3 sœurs qui en font partie, donc Ella dans le tome 1, Circé dans le tome 2 et Méroé dans le tome 3. Dans le tome 1, en fait, l'objectif c'est d'apaiser les tensions entre les dieux et les sorcières. Donc il va y avoir un mariage arrangé entre un dieu, donc c'est le petit-fils de Zeus, Démos, qui est le dieu de la terreur, qui va être marié à une sorcière. Mais il était censé se marier à Méroé. Sauf que lui, il en a décidé autrement. Il a dit, écoutez, moi je veux marier Ella, qui est la seule sorcière sans don. Elle a pas de pouvoir, elle a rien. Donc c'est vrai que ça tombe un petit peu de nulle part, c'est trop bizarre. Et ils vont devoir apprendre à se connaître de manière forcée par un mariage. Et à côté de ça, Ella, elle a une petite mission pour essayer d'aider quand même les sorcières. Parce que même si ils ont fait un mariage arrangé, l'entente, elle est encore pas au top. Dans le tome 2, on va donc suivre Circé, qui est une deuxième de ses 3 sœurs, qui va être envoyée aux enfers. Et en fait, la seule personne qui a accès au monde des humains, à l'Olympe et aux enfers, c'est Hermès. Donc c'est lui qui va essayer de la sortir de là. Comment, pourquoi, à vous de le voir. J'ai beaucoup aimé ce tome 2 aussi. Mais franchement, ce tome 3 où on va suivre la 3e des sœurs, donc Méroé, qui va être retenue un petit peu en otage par Héphaïstos. Donc en fait, elle est contrainte de rester dans les forges souterraines avec Héphaïstos, qui est un homme très grognon, qui n'aime pas parler, qui aime vraiment juste tailler ses armes avec ses petits cyclopes, quoi. Ça s'arrête là, il a pas envie de parler, il a envie de découvrir personne. C'est vraiment un Grumpy Sunshine, je crois que ça s'appelle comme ça, la trope.
Et j'ai adoré, moi j'adore ce style de personnage très très grognon qui parle pas beaucoup quoi. C'est plutôt sympa. Et on a toujours du coup tout ce problème entre les dieux, etc. qui se passe en même temps en fait. Et les trois sœurs elles sont vraiment en plein cœur de ça. C'est super intéressant parce qu'on a de la romance mais la mythologie elle est vraiment pas passée au second plan. Je trouve que c'est plutôt équitable quand même comme mélange entre la romance et la mythologie grecque et les enjeux etc. autour. Donc j'ai adoré. Et enfin j'ai adoré Le Chant d'Achille de Madeline Miller, pareil que je vous ai présenté la semaine dernière ou la dernière vidéo en tout cas. C'était la première fois que je lisais une romance MM. C'était la première fois que je lisais une histoire sur Achille, donc j'ai vraiment adoré être plongée en plein cœur de la guerre de Troie, c'était trop cool, et de découvrir et Patrocle et Achille en fait avec vraiment deux personnalités totalement différentes que tout oppose et au final ils sont vraiment attirés l'un par l'autre quoi. C'était super beau. Ce livre m'a fait verser des larmes quand même. C'était en fin d'année, j'étais d'humeur à chialer parce que vous allez voir après ma dernière lecture. Parce que c'est pas le dernier en fait, c'est juste que je l'ai pas en physique donc j'ai failli l'oublier, mon dieu alors qu'il faut pas. Mais c'était très très intéressant donc de découvrir l'amitié de Achille et Patrocle quand ils étaient enfants, qui a évolué petit à petit. Ensuite ils ont été envoyés à Troie pour le siège et la guerre de Troie pour venir en soutien à Agamemnon. À côté de ça on avait donc Ulysse, on avait tous les personnages de la guerre de Troie dans la mythologie grecque quoi. J'ai adoré cette réécriture, c'était trop bien. Et enfin je vous ai dit qu'en cette fin d'année j'étais vraiment d'humeur à pleurer. J'ai lu Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta que j'ai rendu à ma mère parce qu'en fait j'avais emprunté son livre qu'elle a et je l'ai adoré, vraiment il était incroyable. C'est pas du tout un style de lecture que j'ai l'habitude de lire, hein. Vous voyez bien que j'ai du mal avec tout ce qui se passe dans la vie réelle mais là c'était tellement un récit touchant, plein d'émotions avec toute une découverte de soi, une découverte de l'autre. En gros on va suivre Émile qui a 26 ans et qui est atteint d'un Alzheimer précoce. Donc en fait le médecin il lui dit très clairement qu'il lui reste plus que 2 ans à vivre. C'est un énorme choc pour lui et il se dit je vais pas attendre, je vais pas passer 2 ans dans les hôpitaux à ce qu'on me fasse des tests pour espérer que peut-être je guérisse alors que depuis toutes ces années en fait Alzheimer ça n'a jamais guéri. Donc ce qu'il fait c'est qu'il se dit qu'il va faire un road trip en fait, il va aller découvrir toute la France dans un petit van et il se dit pourquoi pas essayer quand même de trouver un compagnon de voyage. Donc en fait il va mettre une annonce sur un site de petite annonce et il va dire moi c'est Émile, j'ai 26 ans, j'ai un Alzheimer précoce donc je cherche un compagnon pour mon tout dernier voyage. Il le précise bien dans l'annonce et c'est Joanne qui va répondre à cette annonce. Et Joanne elle est très très mystérieuse, elle est toujours dans sa tête, toujours habillée en noir, elle reste vraiment dans son coin, elle a du mal à s'ouvrir et au fur et à mesure du voyage ils vont vraiment apprendre à se découvrir, ils vont découvrir plein de lieux, l'histoire de vie de chacun, enfin c'est vraiment, je vous dis, un récit de découverte de soi, de découverte de l'autre, etc. Et c'était magnifique. Vous vous en doutez bien, ça part quand même d'une maladie, donc forcément l'état de Émile il va se dégrader petit à petit et Joanne elle sera là pour l'aider aussi, donc c'était magnifique. Et encore une fois j'ai versé pas mal de larmes dans cette lecture. Melissa d'Acosta elle a le don vraiment de... Je sais pas, c'est tellement poignant comment elle écrit ça. On comprend très vite qu'il arrivait quelque chose d'horrible à Joanne et quand j'ai commencé à comprendre ce qui s'était passé, mais j'ai espéré de toutes mes forces que ce n'était pas ça. Et il s'est avéré que c'était bien ça, ça m'a brisé le cœur, c'était horrible. Et voilà, et en plus j'ai vu que dans... Bon à l'heure où je tourne il n'est pas encore sorti mais il va y avoir un film là qui sort à la télé je crois dans pas longtemps. J'ai envie de le regarder parce que j'ai adoré le livre mais en fait j'ai un problème, c'est que l'idée que je me suis fait des personnages et la manière dont Melissa d'Acosta les a décrits et la manière dont je vois comment ils se comportent dans juste la bande annonce en fait, je vois pas de rapport. J'ai l'impression que Joanne elle est toute... un peu renfermée mais quand même souriante et guillerette etc. alors que décrit dans le livre c'est pas du tout ça. Et Émile il a l'air déjà beaucoup plus vieux que ce qu'il a en réalité, il a que 26 ans quoi. Et l'acteur on dirait qu'il a je sais pas 35 ans donc déjà ça colle pas trop, enfin je sais pas. Je suis hyper dubitative, je sais pas trop si je vais le regarder ou pas. Mais en tout cas le livre c'était un coup de cœur énorme. Je l'ai adoré et c'était une lecture qui me changeait vraiment de ce que j'ai l'habitude de lire. Donc ça m'a vraiment plu à tous les niveaux. Après cette rafale d'amour, il faut bien que je vous montre des livres que j'ai beaucoup moins aimés. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois également. Light Lark dans un premier temps, ça a été une énorme déception pour moi. En même temps ça allait, mais en fait le problème c'est que j'avais placé vraiment beaucoup d'espoir dans cette lecture. On me le vendait comme le nouvel Hunger Games avec une
avec une compétition à mort quoi, et ça avait l'air trop bien, avec en plus quand même des pouvoirs magiques, enfin ça avait l'air super cool, et en fait j'ai été vraiment déçue, j'ai trouvé qu'il se passait pas énormément de choses, que c'était un peu prévisible, le plus gros plot twist je vous l'ai déjà dit, mais vraiment je l'avais deviné dès les 10 premières pages, j'étais pas sûre de moi, donc j'avais quand même un doute tout le long de la lecture, mais du coup à chaque fois que je voyais tel personnage je me disais attention à ce qu'elle dit quoi, et j'en étais sûre qu'il y avait un truc. Et il y avait bien un truc. Donc en fait j'ai un peu tout su d'avance. Pas tout parce qu'il y avait quand même d'autres choses derrière que j'avais pas vu venir. Mais bref, là ça peut paraître un petit peu brouillon ce que je vous raconte. En gros, pour l'histoire, je vais vous lire le résumé. Tous les 100 ans, l'île maudite de Lightlark réapparaît pour accueillir le Centenal, une compétition meurtrière à laquelle les souverains des 6 royaumes voisins sont invités à participer. Invités ou plutôt contraints, car c'est là leur seule et unique chance de briser la malédiction qui s'est abattue sur leurs peuples respectifs depuis près de 5 siècles, corrompant irrémédiablement leur pouvoir. Chacun des 6 adversaires a quelque chose à cacher, d'autant que pour dissiper le sortilège, tous le savent, l'un d'entre eux doit forcément mourir. Isla Callis règne sur les sauvages, un peuple de tentateurs condamnés à tuer celui ou celle dont ils tombent amoureux. Craints et méprisés, tous comptent sur leur souveraine pour mettre fin à leur calvaire en remportant le Centenal. Mais la jeune femme dissimule un terrible secret. Pour survivre, il va lui falloir tricher, tromper et trahir. Y compris quand l'amour finit par entrer dans la danse. Donc vous voyez, on dirait qu'il va y avoir des complots et des alliances secrètes pour essayer d'en tuer un. Parce qu'il suffit d'en tuer un et toutes les malédictions sont brisées. Sauf pour la personne qui décède malheureusement. Mais donc on peut se dire qu'il va y avoir vraiment plein d'alliances par derrière pour essayer d'en contrer un, pour faire machin et si. Et pas du tout quoi. En plus on est sur un triangle amoureux que j'ai pas forcément apprécié. Bon j'avoue qu'il y avait quand même des choses intéressantes à la fin qui me donnent envie de lire la suite, parce qu'en soi c'était pas nul, c'est juste que je m'attendais à beaucoup plus, mais on est vraiment sur quelque chose de young adulte et d'assez tranquillou quoi. C'est pas trop prise de tête comme lecture, ça se lit facilement, c'est pas compliqué à comprendre. Sauf que moi, bah encore une fois, je me suis fait avoir par les recommandations et je m'attendais à un Hunger Games. Mais c'était pas tant ça que ça, surtout que en fait, pendant tout le livre, ils ont passé leur temps à chercher un objet. Enfin vraiment pour résumer très grossièrement, sans spoiler quoi que ce soit, hein, c'est tout ce qui se passe pendant les 3/4 du livre. Donc bon. Mais l'autrice, elle m'a quand même un petit peu tentée avec sa fin, donc je me dis pourquoi pas lire la suite, mais je suis encore un peu indécise. Hein. C'est mon moyen flop. Et là, le vrai flop de cette année que j'ai pas du tout apprécié, en fait, j'avais trouvé ce livre de Holly Black, donc par l'autrice du Prince Cruel que je n'ai jamais lu, mais qui a tellement de bonnes critiques que je me suis dit je vais forcément aimer sa plume, son style d'écriture, enfin elle a l'air d'écrire des dingueries quoi. J'ai lu le livre de la nuit, j'ai pas du tout apprécié et je pense que c'est de ce livre là que je déteste, enfin c'est un grand mot mais l'urban fantasy c'est pas du tout mon truc quoi. Je pense vraiment que ça vient de là. C'était pas une catastrophe mais en fait je me suis pas du tout attachée au personnage. J'ai pas trouvé l'intrigue prenante, enfin j'étais pas accrochée à mon livre, je le lisais pour ne pas le finir parce que vraiment s'il y a un truc qui me frustre c'est d'abandonner des livres, de les DNF, vraiment ça me... J'ai trop du mal avec ça, mais je me serais économisé du temps quoi parce que j'ai pas du tout apprécié ma lecture, il y a vraiment rien qui m'a transcendée. Donc l'histoire en soi avait l'air sympa, hein. Je vais vous lire le résumé. Charlie Hall est une escroc de bas étage, elle n'a jamais trouvé une serrure qu'elle ne pouvait crocheter, un livre qu'elle ne pouvait voler ou une mauvaise décision à ne pas prendre. Elle a passé la moitié de sa vie à travailler pour des crépusculiens, des magiciens qui manipulent les ombres afin d'espionner ou même de tuer des gens. Les crépusculiens gardent leurs secrets avec avidité et pour faire fructifier leur réseau clandestin, ils ont besoin de Charlie. Maintenant barmaid, la jeune femme essaye de s'éloigner de ses erreurs passées. Mais sortir de cet univers n'est pas si facile, sans compter que sa sœur a désespérément besoin de magie et que son petit ami, sans ombre et peut-être sans âme, semble lui cacher des choses. Lorsqu'une figure de son passé refait surface, Charlie replonge dans un tourbillon de meurtres et de mensonges, déterminée à survivre. Elle va devoir affronter de nombreux adversaires qui essayent de s'emparer d'un secret au pouvoir terrifiant. C'est alors que Charlie se lance à la recherche du livre de la nuit. Donc en soi ça avait l'air quand même assez intéressant avec cette histoire d'ombre qu'on peut manipuler, genre vraiment l'ombre derrière nous qui nous suit quoi. Et qu'elle peut devenir un petit peu une personne à part entière et faire ce qu'on lui demande. Ça a l'air hyper cool comme système, chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et en fait, ben... malheureusement ça l'a pas fait avec moi, j'ai vraiment pas accroché à ma lecture, j'ai pas accroché au style
d'écriture, donc je sais pas si je me lancerai un jour dans Le Prince Cruel. Après je pense que ce livre a été écrit avant Le Prince Cruel. C'était peut-être un de ses premiers livres. Hein. L'intrigue m'a pas transcendée, pour vous dire vraiment la fin. Je sais même plus exactement ce qui se passe. Je me rappelle de quelques petits trucs, mais c'est très vite sorti de ma tête, ça m'a pas du tout... Ça m'a rien fait. Je suis ressortie de la même manière au début du livre qu'à la fin, quoi. Ça ne m'a rien changé, alors que j'aime être un minimum bouleversée à la fin de ma lecture et être dégoûtée de fermer la page, quoi. Enfin, en tout cas, je l'ai quasiment jamais vu passer sur des avis lecture ou quoi, donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à nous partager votre avis, ça pourrait être sympa. J'aimerais bien débattre avec quelqu'un de ce livre, parce que j'ai vraiment pas trop compris en fait. Enfin, j'ai compris l'histoire, mais j'ai pas trop compris... C'est pas que j'ai pas compris, c'est que c'était pas très intéressant, quoi. Bon, en tout cas, c'était mon dernier flop que j'avais à vous présenter. Je trouvais que c'était intéressant quand même de vous faire un petit récap de mes lectures de 2024, parce que je suis arrivée en 2025 comme ça, là, sans rien dire, sans avoir expliqué... Enfin si, j'ai quand même expliqué ce que je faisais, qu'est-ce que j'aimais comme style de lecture, mais là au moins vous voyez par quoi je suis passée en 2024 et je trouvais que c'était plutôt intéressant étant donné que je pense pas que beaucoup d'entre vous aient vu ce que j'avais proposé sur mon autre chaîne avant de créer celle-ci. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit like et vous pouvez même vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous sors une vidéo tous les jeudis et dimanches à 18 h. D'ailleurs, j'avais une question pour le dimanche. Est-ce que vous préférez 18 h comme ça ou 11 h comme ça vous avez toute la journée pour le regarder? Vous me dites, je sais pas trop en fait. Sur ce, moi je pense que je vais vous laisser tranquille. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous!